Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats des sénateurs. Ce matin, je vous propose de suivre le débat sur la politique énergétique de la France qui s'est tenu mardi dernier au Sénat. Alors c'est la première fois que François de Rugy, nouveau ministre de la Transition écologique, expliquait aux sénateurs la politique énergétique qu'il allait mettre en œuvre. Un débat très important puisque le ministre va présenter à la fin du mois la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire les grandes lignes de la politique énergétique du pays pour les 5 ans à venir. Et dans cette politique, il va évidemment être question de la part de nucléaire dans notre production d'électricité. Souvenez-vous, Nicolas Hulot avait expliqué que l'objectif de réduire à 50% cette part du nucléaire n'était pas atteignable. François de Rugy devra sans doute fixer un nouvel objectif plus crédible, mais qui reste ambitieux. Et le ministre a en tout cas annoncé que la centrale de Fessenheim, la plus ancienne du parc français, fermerait bien d'ici 2022 et que son plan de reconversion était en train d'être dévoilé avec par exemple 10 millions d'euros investis pour de nouvelles activités au nord de cette centrale. Concernant le parc automobile, notons que François de Rugy a annoncé qu'il était favorable au retour d'une prime entre 1 000 et 2 000 euros pour l'achat d'un véhicule hybride. L'enjeu est de réduire les gaz à effet de serre, et ce alors que les climatologues du GIEC demandent ce matin à tous les États du monde de faire des efforts supplémentaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Tout de suite, le débat entre les sénateurs et François de Rugy sur la politique énergétique. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3 ans après l'adoption de la loi transition énergétique et quelques semaines avant la présentation de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, dit PPE, il a paru essentiel au groupe Les Républicains de revenir à l'occasion de ce débat sur les grandes orientations de notre politique énergétique. Ce temps démocratique est d'autant plus nécessaire que le Parlement n'est aujourd'hui pas associé à la déclinaison des grands objectifs dans la PPE, malgré les sommes considérables qu'elle engage et qui justifieraient pleinement la discussion régulière d'une véritable loi de programmation, comme le réclame d'ailleurs à raison notre collègue Jean-François Husson. Un tel débat permettrait d'ailleurs de remettre un peu de cohérence et de lisibilité dans une politique dont on dissémine les mesures au gré des projets de loi, le plus souvent sans lien avec leurs objets. Ces derniers mois, on aura discuté des éoliennes en mer dans la loi droit à l'erreur, du droit à l'injection du biogaz dans la loi Egalim, et on reviendra encore dans la loi mobilité ou encore la suppression des tarifs réglementés dans la loi Pacte. Ce n'est pas sérieux et pas à la hauteur des enjeux. Nous disposons désormais des premiers chiffres pour évaluer les effets des choix faits en 2015. Or, que révèlent les chiffres publiés par votre ministère pour 2016 et 2017 ? Précisément ce que le Sénat n'avait cessé de dire à l'époque, c'est-à-dire que les objectifs poursuivis étaient au mieux irréalistes, au pire néfastes pour certains d'entre eux. Sur 2 années, notre taux d'indépendance énergétique aura baissé de 3 points, du fait de la moindre disponibilité de nos centrales nucléaires, ce qui a contribué, avec la hausse des cours internationaux, à un rebond de 23% de la facture énergétique française l'année dernière. En 2017, la consommation énergétique finale a aussi progressé de près de 1% grâce à la croissance économique. Et là, on ne peut que s'en réjouir, mais je rappelle que la loi visait une division par 2 en 2050. Et dans le même temps, en raison du recours accru aux centrales thermiques pour compenser la baisse du nucléaire, les émissions de CO2 du secteur énergétique ont augmenté en 2017 de 4% à climat constant, c'est une première d'ailleurs depuis l'année 2000. En nous donnant en avant-goût des effets d'une réduction trop brutale de la part du nucléaire, ces données démontrent que le Sénat avait eu raison de plaider pour une diversification plus progressive du mix énergétique, du mix électrique. On regrettera qu'il aura fallu plus de 2 ans au gouvernement pour admettre que la date de 2025 n'était pas tenable, sauf à augmenter nos émissions. Car si nous sommes favorables au maintien d'un socle fort de nucléaire dans notre mix électrique, ce n'est pas, comme on caricature trop souvent la position du Sénat, parce que nous serions des nucléocrates, BA. Nous n'ignorons pas que le nucléaire n'est pas une énergie comme les autres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que la France, en termes de sécurité nucléaire, fait partie des pays les plus sûrs au niveau du monde.
Mais n'ignorons pas non plus que c'est le nucléaire qui nous a permis de disposer de l'électricité le moins cher d'Europe et du mix électrique le moins carboné derrière la Suède, tout en assurant notre sécurité d'approvisionnement. Et ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui avec l'essor des énergies renouvelables. Même ses adversaires, comme votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, l'ont reconnu. Le nucléaire a l'immense avantage de faciliter la transition vers un mix énergétique plus renouvelable, sans qu'il faille recourir à des moyens thermiques pour compenser l'intermittence de certaines énergies renouvelables, ni mettre en péril notre indépendance énergétique. Il est temps, comme nous l'avions plaidé à l'époque, de remettre de la raison dans ce débat, où les passions aveuglent et font perdre le sens des réalités. Qu'on le veuille ou non, la lutte contre le réchauffement climatique, qui est notre priorité, passe aussi par le nucléaire. Or, depuis l'annonce de la date de 2025, la ligne gouvernementale est floue. On nous parle tantôt de 2035, tantôt de 2030. On ne sait pas si la loi de 2015 sera modifiée, et si oui, quand, et encore moins ce qui contiendra la PPE, alors que la précédente avait tout simplement ignoré le sujet. Monsieur le ministre, vous engagez-vous à ce que la PPE comporte le nombre, voire le nom des réacteurs à fermer et leur calendrier de fermeture? Qu'adviendra-t-il ensuite? Là encore, on ne sait pas où l'on va. Un rapport d'experts commandé par le gouvernement a récemment préconisé la création de 6 EPR à partir de 2025 pour assurer la relève et maintenir les compétences industrielles. Quelle suite, Monsieur le Ministre, y donnerez-vous? Remettre de la raison, c'est aussi rappeler que le tout nucléaire est un mythe, car le nucléaire n'a jamais représenté au mieux que les 3/4 d'une énergie, l'électricité, qui ne couvre elle-même qu'un quart de notre consommation énergétique finale, dont je rappelle que les 2/3 sont en réalité couverts par les énergies fossiles. C'est pourquoi nous pensons qu'au lieu de s'arc-bouter sur le nucléaire, il vaut mieux s'engager résolument pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, ce qui sera bon pour la planète, mais aussi bon pour notre balance commerciale. Or, sur cette question, Monsieur le Ministre, nous partageons le même objectif, mais nous ne prônons définitivement pas la même méthode. Là où nous souhaitons donner des solutions aux Français, vous leur donnez de nouveaux impôts. Là où nous voulons orienter les comportements, y compris par l'outil fiscal, vous voulez les contraindre, alors que nos concitoyens, en particulier dans les campagnes, n'ont souvent d'autre choix que de prendre leur voiture diesel pour aller travailler ou de remplir leur cuve à fioul pour se chauffer. Votre gouvernement a pourtant décidé de les assommer d'une fiscalité énergétique qui explose sous l'effet de la taxe carbone et d'une convergence des tarifs de l'essence et du diesel qui fonctionne uniquement à la hausse. L'an dernier, nous avions calculé qu'entre 2018 et 2022, la pression fiscale augmenterait en cumulé de 46 milliards d'euros pour le seul effet de la fiscalité énergétique. Vous aurez beau expliquer que la hausse sera compensée par ailleurs, les Français le constatent, le compte n'y est pas. Vous dites vouloir une fiscalité écologique qui soit incitative et non punitive, mais le gouvernement ne poursuit en réalité qu'un objectif de rendement budgétaire. On a beau jeu de justifier ces mesures par le soutien massif des Français à la cause environnementale si on ne leur explique pas la transition à un coût qui est élevé et que ce sont eux qui la paient sur leur facture d'électricité et à la pompe. En matière de fiscalité énergétique, il est temps d'entendre nos appels à la compensation, à la modération, sans quoi vous casserez la croissance en cassant le moral des Français. Pour réduire la consommation d'énergie carbonée, il y a pour nous 2 priorités. La priorité à travers le bâtiment et les transports. Dans le bâtiment, les aides à la rénovation énergétique ne sont pas à la hauteur des ambitions. Elles manquent surtout de lisibilité et de stabilité. Nous entendons en particulier depuis maintenant 2 ans que l'engagement présidentiel de transformation du crédit d'impôt en prime, censé aider les plus modestes, soit tenu. Pour 2019, c'est raté, mais pouvez-vous, Monsieur le Ministre, vous engager pour 2020 ? Mais nous pensons aussi qu'il faut remettre le paquet sur le verdissement du gaz, en favorisant la méthanisation et l'injection du biogaz dans les réseaux, ainsi que sur le soutien public aux énergies renouvelables thermiques, notamment au travers du fonds chaleur. En matière de transport, enfin, il faut aussi miser sur un bouquet de solutions, l'électricité pour l'usage urbain, mais aussi l'hybridation, biocarburants, bio-GNV et plus tard l'hydrogène renouvelable pour les transports longue distance. Je vais terminer, Monsieur le Président.
J'en termine d'un mot sur un enjeu qui englobe tout, celui de la solidarité envers les plus modestes de nos concitoyens, mais aussi entre les territoires. Merci. Je vous remercie. Il n'y aura donc pas de réplique possible. Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, la parole est à vous pour 8 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je dois d'abord vous dire que je suis très heureux d'intervenir dans ce débat et la petite histoire retiendra que ma première intervention à la tribune du Parlement en tant que membre du gouvernement se sera donc faite au Sénat. Et j'en suis très heureux car j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mes précédentes fonctions, je suis très attaché au bicamérisme et je pense qu'il est très utile à notre démocratie. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer votre président Gérard Larcher, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant 14 mois en tant que président de l'Assemblée nationale. Et concrètement, je souhaite travailler avec tous les parlementaires, sénateurs et députés de tous bords qui veulent participer à la transformation écologique de notre pays. Monsieur le sénateur Grémillet, je vous remercie d'avoir fait inscrire ce débat à l'ordre du jour, car je dois dire qu'il tombe à point nommé par rapport à notre calendrier, puisque nous allons bientôt présenter la programmation pluriannuelle de l'énergie et ce sera donc la traduction concrète de la loi de 2015 sur la transition énergétique. Et donc j'ai bien entendu la volonté qu'il y ait une loi de programmation. Je ne sais pas si elle serait tous les 5 ans comme la loi de programmation militaire, mais la réalité c'est que nous avons un cadre législatif qui est celui de la loi de 2015 et nous avions dit avant les élections présidentielles et législatives que nous nous inscririons dans ce cadre. Nous serons amenés bien sûr à la modifier légèrement pour la question de la date, puisque mon prédécesseur et le gouvernement a fait œuvre de vérité sur l'incapacité à réaliser l'objectif en 2025. Mais nous gardons le reste du cadre de la loi de 2015. Vous le savez, notre politique énergétique doit traduire en actes, donc pas simplement en objectifs, pas simplement en paroles, la stratégie climat. La stratégie climat qui a été élaborée par la France, et vous le savez, à l'horizon 2050, c'est une stratégie de neutralité carbone, mais c'est en fait la traduction en France des objectifs auxquels nous avons souscrit lors de l'accord de Paris, l'accord international sur le climat en 2015, de décembre 2015. Et il faut ensuite faire une sorte de rétro-planning à partir de 2050 jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, plus on se rapproche, plus on est dans un futur proche, plus il faut être précis. Vous le savez sans doute, notre premier objectif, c'est la maîtrise des consommations. C'est l'efficacité énergétique et c'est le premier pilier de notre politique. En la matière, on ne peut pas être flou. Nous avons fixé l'objectif à l'horizon 2050 de baisser nos consommations de 45% sur l'ensemble des consommations énergétiques. C'est évidemment un effort important, mais c'est là aussi pour rappeler que l'énergie à la fois la moins polluante, celle qui n'émet pas de gaz à effet de serre, la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et donc il est important de le rappeler. C'est valable pour nos entreprises, et d'ailleurs les entreprises le font déjà beaucoup. C'est valable pour nos concitoyennes et nos concitoyens en tant que particuliers, et je crois que baisser les consommations, c'est en quelque sorte leur offrir un bouclier contre les augmentations de prix, les variations de prix. On peut critiquer, j'y reviendrai, la fiscalité écologique, la fiscalité carbone, mais la vérité c'est que même si on ne faisait rien, on se soumettrait à la variation qui est quand même tendanciellement à la hausse des prix de l'énergie sur le marché, que ce soit le pétrole, le gaz ou l'électricité, et c'est donc quelque chose de très important. Nous avons présenté d'ailleurs récemment, avec mon collègue Julien Denormandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires, l'initiative FAIRE, faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique, et c'est l'outil que nous nous sommes donné pour sensibiliser les Français à l'utilité pour eux de faire des travaux de rénovation énergétique avec l'objectif, vous le savez, de 500 000 logements par an. Sur la question des véhicules,
Nous avons aussi, bien sûr, la volonté, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française, de réduire la consommation des véhicules, puisque aujourd'hui, le transport routier, véhicules particuliers, camions, bus, cars, c'est l'une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et en la matière, il se trouve que nous sommes quelques jours du Salon de l'automobile de Paris, et le président de la République réunissait hier soir des grands dirigeants de l'industrie automobile française et européenne, même mondiale, et je participais à cette rencontre et nous avons discuté concrètement avec les dirigeants de l'industrie automobile sur la façon d'atteindre des objectifs de baisse des gaz à effet de serre dans le secteur des transports individuels. Alors bien sûr, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, monsieur le sénateur Gremillet, il y a la voiture électrique. Nous n'allons pas non plus promettre aux Français qu'il va y avoir un basculement massif vers la voiture électrique dans les 5 ans qui viennent, par exemple. Ce serait quelque chose de totalement irréaliste. À l'échelle de 2050, c'est notre objectif d'avoir des transports qui soient totalement décarbonés. Et entre-temps, il faut diversifier les solutions. Je crois que nous sommes d'accord sur ce point. Cela passe à la fois par l'électrique, l'hybride électrique et même le gaz naturel, notamment pour les bus, c'est déjà le cas, pour des cars ou pour des camions, pour lesquels aujourd'hui les motorisations électriques ne sont pas adaptées. Sur la fiscalité écologique, je veux en dire un mot parce que je sais que c'est un sujet, j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure des questions de sénateurs au gouvernement et je vous ai entendu. Moi, je voudrais d'abord dire que il faut savoir ce que l'on veut. Moi, j'ai entendu, en tant que parlementaire, pendant des années, des discours qui disaient « on n'en fait pas assez ». Ah, c'est bien joli de vouloir faire de l'écologie, mais il n'y a rien sur la fiscalité écologique. On ne pourra rien faire si on ne donne pas un prix au carbone. Alors, quand on reste dans la généralité, un prix au carbone, tout le monde est d'accord. Déjà, quand on parle de taxe carbone, déjà, il y a moins de gens d'accord. Et puis, quand il s'agit de voter concrètement une fiscalité, d'en dire quelle est l'assiette, quel est le taux, pour le carbone, là, il y a nettement moins de monde. Et puis quand il s'agit de l'appliquer, là, il n'y a quasiment plus personne pour la défendre. Moi, je l'assume. C'est un choix que nous avons voulu, que nous avons fait en toute transparence. Cela n'avait jamais été fait de donner la trajectoire, de dire tous les ans quelle sera l'augmentation, pour prévenir les Français, qu'ils soient encore une fois des particuliers, que ce soit des entreprises ou même les collectivités locales, l'État, qui sont aussi consommateurs d'énergie. Voilà quelle sera la trajectoire, voilà quelle sera la tendance. Et nous assumons pleinement que nous préférons, nous l'avions dit là aussi, il y a eu des discours sur le sujet, nous le faisons, baisser la taxation du travail, la taxation de la production sur les entreprises et augmenter la taxation de la pollution. Mais à un moment donné, il faut le faire, parce que si on dit qu'on va baisser la taxation sur le travail et qu'on n'a pas de recettes compensatrices, il n'y a plus de quoi financer le budget de l'État, des collectivités locales ou de la protection sociale. Et puis sur également, bien sûr, l'idée que c'est ce qui va permettre un changement de comportement, et on le voit déjà quand, regardez dans tout pays, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, les voitures consomment beaucoup plus qu'en Europe, et cela depuis très longtemps, que les voitures vendues sont des grosses cylindrées. J'étais encore à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai vu dans quelle voiture étaient transportés les gens qui s'y rendaient, alors qu'en Europe, on a déjà fait le choix depuis très longtemps de voitures plus sobres, plus compactes. C'est évidemment parce que le prix du carburant est beaucoup moins cher aux États-Unis et c'est comme ça dans d'autres pays, on le constate systématiquement. Le signal prix est un signal extrêmement important pour permettre des transformations. Mais nous n'en restons pas à cela. Alors on m'avait dit que j'avais droit à 10 minutes, mais oui, mais il aurait fallu me le dire avant. Je vous l'ai dit avant, monsieur le ministre. Lors de la préparation du débat. Mais ce n'est pas grave. Je vais conclure et j'aurai passé plus de temps sur ce point. Je reviendrai à l'occasion des questions sur les énergies renouvelables. Il faut vraiment conclure. Pour dire que nous organisions l'accompagnement des Français, entreprises et particuliers sur la baisse de consommation avec des outils concrets et j'y reviendrai bien sûr dans les questions, tant sur le logement que sur les transports. Merci. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question. Le gouvernement dispose de 2 minutes pour répondre. Si vous souhaitez répliquer, vous le pouvez. Si et seulement si vous n'avez pas dépassé les 2 minutes, vous avez alors 30 secondes supplémentaires. Alors, pour être clair, à 2 minutes et 1 seconde, vous aurez les 30 secondes. À 2 minutes et 5 secondes, vous ne les aurez pas. Et entre les deux, vous serez dans l'incertitude.
Alors, la parole est à Monsieur Didier Rambaud pour le groupe La République En Marche. 2 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le débat que nous menons aujourd'hui sur la politique énergétique aura sans doute le mérite de renforcer encore la promotion et l'utilisation des énergies renouvelables. Il existe pourtant, à mon sens, un obstacle majeur à ce développement, à savoir l'hostilité de nombre de nos compatriotes à voir se développer ici un projet d'éolienne, là une unité de méthanisation à proximité de leur lieu de vie. Je l'expérimente, comme vous, très régulièrement dans mon département en Isère, étant régulièrement interpellé par des citoyens rassemblés en association. Alors que la très grande majorité des Français voient d'un œil extrêmement favorable l'essor de ces énergies vertes, les élus, les collectivités qui portent ou soutiennent de tels projets se retrouvent face au syndrome, c'est-à-dire partout, mais pas dans mon jardin. Je souhaitais plus particulièrement évoquer le sujet de la méthanisation, extrêmement prometteur, notamment pour le monde agricole. Les conclusions du groupe de travail sur la méthanisation mené par Sébastien Lecornu ont très clairement souligné tous les enjeux du développement de cette filière pour à la fois donner aux agriculteurs les moyens de compléter leurs revenus, de régler leurs problèmes de mise en norme de leurs bâtiments d'élevage, tout en injectant une part de gaz propre, décarboné, dans le mix énergétique du pays. Des actions importantes avaient alors été annoncées. J'en rappelle quelques-unes. La mise en place d'un complément de rémunération pour les petites installations, facilitation de l'accès au crédit pour la méthanisation agricole, utilisation des biogaz par les engins agricoles et mise en place d'un soutien financier pour les méthaniseurs qui alimentent les bus et les camions. Autant de mesures dont nous pouvons bien évidemment nous réjouir, mais qui se heurtent à l'utilisation des populations. Il semble pourtant important de faire adhérer ces populations à ce procédé qui favorise une énergie verte promise à... Je prendrai que 2 minutes. À 2 minutes 15 déjà. Aussi, Monsieur le Ministre, pour nous éclairer sur la manière dont votre ministère pourrait s'engager, au-delà des actions présentées en mars dernier, sur un soutien au projet et sur une méthode qui permettrait d'effacer ou d'atténuer les craintes des opposants en promouvant une pédagogie de grande ampleur sur cette filière. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'avais pas le même... Les deux compteurs n'étaient pas synchro. Vous aviez raison, excusez-moi, vous avez raison, parce que les deux compteurs n'étaient pas synchro. Vous étiez dans les 2 minutes. Monsieur le Ministre, votre réponse. J'ai accéléré... Ah non, je suis désolé, mais j'ai été perturbé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Rambaud, vous avez tout à fait raison de parler de la question de l'acceptabilité, si on peut dire, des énergies renouvelables, mais qui d'ailleurs se pose pour toute forme d'énergie. Je pense que lorsque des gens ont vu fleurir, si on peut dire, des centrales thermiques ou des pylônes à côté de leur lieu d'habitation, ils ne l'ont pas vu d'un très bon œil. Et de la même façon par rapport aux centrales nucléaires. Donc c'est un sujet qui se pose partout. Je crois que sur les énergies renouvelables, on a beaucoup progressé. D'abord parce que les procédures sont très transparentes. Les procédures sont très longues d'ailleurs. Il a fallu d'ailleurs revenir à un sens des réalités que les investissements puissent se faire de façon correcte, mais c'est toujours avec une information du public qui est très grande. Et aujourd'hui, tout le monde y participe, les collectivités locales, une agence de l'État comme l'ADEME, et donc il y a en la matière beaucoup d'outils pour que tout soit clair. Concernant, et je crois que d'ailleurs beaucoup le voient comme des opportunités, tant en termes de développement local, car l'avantage des énergies renouvelables est qu'elles se développent partout sur le territoire. Moi, je le dis souvent, d'ailleurs, ce sont des énergies made in France. Utilisons et valorisons les potentiels de notre territoire français. En France, d'ailleurs, en Hexagone et en Outre-mer. Sur la question de la méthanisation, de ce qu'on appelle le biogaz, parfois, c'est une voie qu'il faut développer. Nous nous sommes fixés, d'ailleurs, à l'horizon 2030, que 10%, c'est dans la loi de transition énergétique, 10% du gaz soit du biogaz. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ces coûts de production sont plus élevés que le prix de marché, et donc ça fait l'objet d'un soutien, et qu'il faut sans doute favoriser des filières qui ont en quelque sorte un circuit court sur la ressource, les déchets agricoles, les déchets urbains, les déchets collectés par les collectivités locales, et l'utilisation la plus proche possible, notamment pour les véhicules, et notamment, vous l'avez dit, pour les bus dans les réseaux de transport urbain. C'est déjà le cas dans beaucoup de réseaux de transport urbain de France qui ont adopté les bus au gaz et qui donc ont, de ce point de vue-là, besoin d'une ressource qu'ils peuvent mobiliser localement. Merci. Je vous redonne 30 secondes, chers collègues, si vous souhaitez répliquer. Ce n'est pas le cas. La parole est à Monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
La PPE dont nous aurons à débattre s'inscrit dans un contexte de déréglementation accélérée des secteurs de l'énergie, des transports et des systèmes productifs qui réduit considérablement les leviers d'action des pouvoirs publics. Et les propositions législatives européennes en préparation viendront encore réduire la marge de manœuvre des États qui devront abandonner une partie de leurs prérogatives au moment même où un pilotage national semble le plus opportun. En effet, alors que le renouveau de notre mix énergétique et le déploiement des énergies renouvelables sont des priorités aujourd'hui incontestables, le mouvement de déstructuration du secteur énergétique français continue sous l'impulsion européenne, certes, mais aussi par un entêtement à ne pas voir que la concurrence libre et non faussée ne peut être appliquée en matière énergétique. Nous l'avons maintes fois répété, l'énergie n'est pas une marchandise mais un bien commun de l'humanité. La privatisation de Total, le bradage de l'entreprise stratégique Alstom Énergie à General Electric, la séparation de GDF et EDF, le découpage d'EDF en plusieurs entités et la volonté de privatisation de l'hydroélectricité ont fragilisé ce secteur énergétique français et ne permettent pas un développement cohérent des ENR. Les ENR ne peuvent continuer à apparaître comme des niches profitables à des acteurs privés aidés par des subventions et garanties de prix de rachat payés surtout par les ménages. Mais cela nécessite une maîtrise publique pour assurer la cohérence de leur développement et leur acceptation sociale, car la transition énergétique ne se fera qu'avec les citoyens. Cela nécessite aussi un investissement massif dans la recherche pour trouver des solutions aux questions de consommation, de transport et de stockage, car l'énergie de demain signera, nous l'espérons, la fin des combustibles fossiles. Dès lors, Monsieur le Ministre, quels moyens seront mis en place afin de permettre un développement des ENR qui intègrent de véritables filières industrielles pourvoyeuses d'emplois durables, de garanties collectives de haut niveau, mais aussi un prix de l'énergie accessible à toutes et tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Fabien Gay, je crois qu'il y a d'abord une question quasi idéologique, qui est tout à fait respectable. Le débat idéologique fait partie du débat politique, deux approches, l'idée qu'il vaut mieux un secteur étatisé, où c'est le monopole qui règne, et qu'un secteur où il y a une diversité d'acteurs, y compris des acteurs privés, même si l'acteur public en France en matière d'énergie, EDF, continue à dominer très largement le marché, puisque vous devez savoir que pour l'électricité, il contrôle 85% du marché. Par ailleurs, moi je fais le constat pragmatique, car je ne partage pas, vous l'avez compris, cette idéologie étatique et monopolistique, que dans le domaine de l'énergie, comme dans d'autres domaines, la diversité des acteurs, le fait qu'il y ait, oui, une forme de concurrence, et donc de stimulation sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles pratiques, sur des nouveaux services, pour maîtriser les consommations. Parce qu'on ne peut pas dire que l'opérateur historique, il est beaucoup à inciter les Français à maîtriser les consommations, c'est même un peu l'inverse. Eh bien, tout cela est bénéfique pour avoir un secteur de l'énergie dynamique. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne une forme de programmation, de pilotage politique? Sûrement pas. La loi à laquelle je faisais référence, la loi de transition énergétique de 2015, c'est la première fois que le Parlement français débattait et adoptait une loi qui donne clairement la stratégie en matière d'énergie. Et ensuite, oui, nous voulons mobiliser les investisseurs privés, car nous pensons qu'il est absolument nécessaire de mobiliser des investisseurs privés pour développer de nouvelles formes d'énergie. De la même façon que nous aurons à traiter, nous y reviendrons d'ailleurs, la situation d'EDF, qui, du point de vue de l'endettement, par exemple, est assez préoccupante. Et par ailleurs, ça mobilise aussi les collectivités locales, beaucoup le font déjà, et aussi les citoyens. Vous savez que sur les énergies renouvelables, il y a même des coopératives de citoyens. En Allemagne, la moitié du secteur éolien est aux mains de coopératives citoyennes, et cela doit se développer en France. Et enfin, dernier point sur les filières industrielles, je disais Made in France, dans l'éolien, nous avons une filière industrielle aujourd'hui forte qu'il faut absolument développer et qui d'ailleurs exporte à l'étranger. Je peux vous dire qu'il y a une usine près de Saint-Nazaire qui exporte 100% de sa production d'éoliennes. Merci. 30 secondes supplémentaires, si vous le souhaitez. Vous étiez à 2 minutes et 1 seconde, donc vous avez les 30 secondes supplémentaires, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président. Non, mais c'est toujours marrant quand nous parlons, nous sommes empreints d'idéologie, mais quand vous parlez, vous n'êtes jamais empreint d'idéologie libérale, qui est contraire, y compris à la transition écologique. Votre prédécesseur l'a dit. On aura le débat
sur les acteurs privés, notamment Engie, pendant la loi Pacte et la PPE. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a déréglementé, par exemple, le secteur du gaz? Eh bien, on a eu une dégradation pour le consommateur, plus de 70% de l'augmentation du prix du gaz, une dégradation des conditions de travail pour les salariés et par contre une explosion des dividendes pour les actionnaires. Et ça, en tout cas, si c'est de l'idéologie, ce n'est pas la nôtre. La parole est à M. Roland Courteau pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Oui, face au dérèglement climatique, Nicolas Hulot s'interrogeait. Il disait « Nous faisons des petits pas, mais est-ce que les petits pas suffisent ?» Notre regard se tourne donc vers la PPE, et plus particulièrement vers le secteur du bâtiment, qui représente 25% des émissions de gaz à effet de serre et 45% de la consommation d'énergie finale. Or, là aussi, la France a pris du retard par rapport à ses engagements. Première remarque, dans le secteur du bâtiment, plus de 8 millions de logements consomment plus de 330 kWh par mètre carré et par an. Et près de 3 millions sont habités par des gens en situation de précarité. Ma deuxième remarque concerne toujours les ménages les plus précaires, porte sur le poids de la fiscalité écologique via notamment la taxe carbone et son impact sur le pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, la transition énergétique doit être socialement inclusive. Or, dans ce cas précis, elle ne l'est pas. Les personnes en situation de précarité et de surcroît vivant dans des logements passoires ou celles des classes moyennes dépendantes et captives à l'égard des dépenses en énergie fossile, par exemple au chauffage, ou pour lesquelles l'automobile est incontournable pour se rendre au travail, ont déjà le sentiment d'être pénalisées et de supporter plus que d'autres le coût de la transition énergétique, et ce, d'autant que les dispositifs actuels de compensation ne sont pas à la hauteur face à la hausse de la fiscalité et du prix de l'énergie. Chaque énergie insuffisant et la prime à la conversion pour les véhicules thermiques ne concerne qu'un très faible nombre de véhicules. Que prévoyez-vous, Monsieur le Ministre, pour que la transition énergétique soit socialement inclusive et n'aggrave pas la fracture sociale? Et quant au CITE et à son remplacement par une prime, qu'en sera-t-il dans le PLF 2019? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Courteau, bien sûr que la question écologique, énergétique, c'est un enjeu autant écologique que social, que économique d'ailleurs aussi, humain, on peut même dire, parce que c'est d'abord les êtres humains que nous sommes que nous devons mobiliser pour conduire un certain nombre de changements. Je crois que d'ailleurs vous n'êtes pas sur la position du statu quo, du conservatisme, et vous l'avez dit d'ailleurs par rapport aux objectifs que nous étions fixés, et vous avez raison, malheureusement, ils ne sont pas aujourd'hui tenus en termes de baisse des gaz à effet de serre. Sur la question des passoires énergétiques que vous avez soulevées dans le logement, vous savez sans doute que le président de la République et la majorité des députés à l'Assemblée nationale, lorsqu'ils étaient candidats, ont pris l'engagement de dire on doit sortir les passoires énergétiques du marché d'ici 2025. C'est un engagement très ambitieux qui est, il faut le reconnaître, difficile à mettre en œuvre. Mais nous allons nous donner un certain nombre de moyens, à la fois d'accompagnement et aussi des moyens contraignants, car on ne peut pas être que dans l'incitation, pour sortir les passoires énergétiques, parce que c'est un enjeu écologique et social, peut-être même d'abord social, puisque les locataires, si on prend les locataires, ils payent des factures de chauffage qu'ils leur sont en quelque sorte imposées, puisque non seulement c'est du gaspillage d'énergie, mais c'est un trou dans le porte-monnaie, dans le budget mensuel, de la même façon que pour des propriétaires qui occupent leur propre logement. Donc il faut à la fois mobiliser l'investissement privé des propriétaires et amortir ces investissements dans la durée grâce aux gains de consommation d'énergie, sans compter bien sûr les améliorations de confort. Sur le chèque énergie, vous savez sans doute que dans le projet de budget, il est prévu 50 € supplémentaires. Sur la prime à la conversion automobile, elle a un grand succès. On va peut-être finir l'année à plus de 200 000 véhicules achetés grâce à ce système et qui touche prioritairement 70%, ce sont des ménages non imposables. Merci. 30 secondes si vous le souhaitez. Oui, pour revenir sur les passoires énergétiques, je voudrais préciser que les enjeux sont climatiques, oui, mais aussi de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 € investi dans la rénovation énergétique conduit à 0,42 € d'économie en dépenses de santé. Et pour terminer, Monsieur le Ministre,
J'insiste, prenons garde à ce que la transition énergétique soit vécue comme un luxe inaccessible réservé à certaines catégories sociales. Prenons garde. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. 2 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'hydrogène, dont nous connaissons les qualités pour l'industrie, doit être également regardé comme un carburant du futur, ainsi qu'un moyen efficace de stockage de l'énergie, en complément de l'intermittence des énergies renouvelables. Le power to gas permettra ainsi de convertir l'électricité produite et d'injecter directement l'hydrogène dans le réseau de gaz. Nous en sommes convaincus. L'hydrogène vert contribuera à l'indépendance énergétique de notre pays. Une étude publiée en avril dernier estime qu'il sera en mesure de répondre à 1/5 de la demande d'énergie finale en 2050, soit l'équivalent d'une réduction de 55 millions de tonnes de CO2. Reprenant l'expression de votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, notre groupe l'a toujours considéré comme le couteau suisse de la transition énergétique. Des initiatives jusque-là diffuses ont vu le jour et connaissent une accélération grâce à la baisse des coûts des électrolyseurs et à l'arrivée à maturité des technologies. La France doit saisir au plus vite cette opportunité, à l'image de l'Allemagne, du Japon ou des États-Unis, alors qu'elle dispose de compétences solides et d'entreprises prêtes à relever le défi. Pourtant, il a fallu attendre le plan de déploiement présenté le 1er juin 2018 par le gouvernement pour qu'une véritable stratégie soit enfin élaborée. Il était temps. Mais cette stratégie reste en deçà de nos attentes sur plusieurs points. Faiblesse des moyens, dédiés seulement 100 millions d'euros. Manque d'ambition de l'objectif de 100 stations de distribution en 2023, quand l'Allemagne en prévoit 400 à la même échéance. Tout cela n'est pas très incitatif pour les constructeurs automobilistes français. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer quelle place occupera l'hydrogène dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie et quel financement sera affecté à son développement sur le moyen et long terme, car il ne peut y avoir de stratégie sans visibilité. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du groupe RDSE, vous avez tout à fait raison d'insister sur le rôle que peut jouer l'hydrogène. Alors, soyons quand même clairs, il n'y a pas une énergie miracle, pas plus hier qu'aujourd'hui ou demain. Moi, je crois à la diversification. Et dans la diversification, il y a évidemment une place pour l'hydrogène. Le gouvernement en est d'ailleurs convaincu et il a d'ailleurs décidé de débloquer un programme de 100 millions d'euros pour des recherches, parce qu'on est essentiellement en termes de recherche. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'hydrogène qui est utilisé en France dans l'industrie, 1 million de tonnes tout de même, est à 95% issu d'énergie fossile. Donc il faut aussi transformer complètement la production d'hydrogène et augmenter nos objectifs, j'allais dire d'hydrogène propre, d'hydrogène renouvelable, puisque c'est vrai que l'hydrogène peut servir de carburant. Il y a des contraintes tout de même. Les réservoirs d'hydrogène sont évidemment beaucoup plus contraignants que les réservoirs de carburant classiques. Et l'hydrogène peut aussi servir de moyen de stockage autre que les batteries par rapport aux énergies renouvelables notamment. De même que l'hydroélectricité, d'ailleurs, sert aussi de stockage à certains moments. Et il faut diversifier tous ces modes qui permettent de saisir les opportunités d'une énergie décarbonée, puisque là, l'hydrogène, lorsqu'il est issu de l'électrolyse de l'eau, est totalement décarboné. Donc nous sommes totalement convaincus de cela. Nous en avons parlé encore d'ailleurs, comme je vous le disais hier, avec les constructeurs automobiles. Le président de la République est aussi très engagé pour qu'on développe la recherche, les usages. Il y a d'ailleurs déjà des démonstrateurs. On n'est pas simplement dans des laboratoires, notamment sur les transports, notamment sur des véhicules. Et c'est une perspective tout à fait intéressante. Merci. Je vous en prie, chers collègues, pour 30 secondes maximum. Merci, Monsieur le Ministre. Vous connaissez peu le groupe RDSE au Sénat, puisque vous êtes quelqu'un de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas l'équivalent à l'Assemblée nationale, voilà. Mais vous nous connaîtrez et vous pouvez voir que le groupe RDSE, nous sommes très attachés, nous, au nucléaire. Mais ce qui n'empêche pas, étant pour le nucléaire, une grande partie du groupe, c'est vrai. C'est vrai, il y en a un qui est arrivé derrière, voilà. Donc, nous sommes attachés au nucléaire, à majorité, mais nous sommes néanmoins très ouverts, et vous le voyez, aux énergies renouvelables. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Luche pour l'Union centriste pour 2 minutes. Très bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Comme l'an dernier, le gouvernement a décidé d'augmenter les taxes sur l'essence et encore plus fortement sur le diesel. Cette taxation impacte directement le pouvoir d'achat des ménages périurbains et ruraux et qui n'ont d'autre choix pour se déplacer que la voiture. Ils n'ont chez eux ni le RER ni le métro. Cette taxation pèsera aussi sur les résultats des entreprises, notamment celles du bâtiment et des travaux publics. Or, la pollution des voitures des Français ne représente pas grand-chose comparée au trafic des marchandises et du transport aérien. Et je vais vous prendre un exemple. Le plus gros porte-containers français inauguré il y a un mois par vos collègues ministres des Transports et ministres de l'Économie pollue, écoutez-moi bien ce chiffre, pollue autant que 50 millions de voitures. 50 millions de voitures. Et pourtant, parallèlement, les transports maritimes et aériens ne sont pas inclus dans l'accord de Paris sur le climat et personne ne semble se soucier de ces transports très polluants. Alors, Monsieur le ministre, vous avez choisi d'impacter le diesel, votre gouvernement l'a choisi. Cependant, de nombreux emplois sont liés à cette filière qui est mise en difficulté aujourd'hui. Par exemple, sur mon territoire, l'entreprise Bosch fabrique des éléments de moteur diesel. Il s'agit de l'employeur le plus important du département de l'Aveyron, 1600 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Vous imaginez le traumatisme économique que cela va provoquer sur notre département. Et je souhaite, Monsieur le ministre, que vous preniez conscience de cette réalité, car aujourd'hui, ce sont des entreprises et des emplois menacés sur nos territoires, soit par disparition, soit par délocalisation. Alors, Monsieur le ministre, pour pallier à ces difficultés, quels moyens pourriez-vous engager au niveau de l'État pour assurer une reconversion à cette filière diesel mise à mal très Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jean-Claude Luche, d'abord, je voudrais quand même dire que le chiffre que vous avez donné sur la comparaison entre les navires et les consommations de voitures ne me paraît pas fondé parce que vous avez dit 50 millions de tonnes de CO2. Bon, il se trouve qu'un porte-conteneur, c'est 1 million de tonnes par an. C'est beaucoup, mais enfin, c'est 1 million de tonnes par an. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose que la consommation et les émissions des voitures. Nous sommes tout à fait conscients de l'enjeu du transport maritime qui, même si par tonne transportée consomme beaucoup moins d'énergie que le transport aérien ou le transport routier ou même que le transport ferroviaire, doit faire des progrès très importants sur les pollutions et notamment sur la pollution de l'air. Et d'ailleurs, nous avons fait une étude à Marseille qui montre que c'est une des sources de pollution de la ville de Marseille. Concernant et d'ailleurs, nous développons le gaz. Aujourd'hui, vous le savez, le gaz naturel comme carburant de substitution dans la marine marchande. Concernant les voitures diesel, vous le savez, on a donc développé, j'en parlais, cette prime à la conversion que l'on a souhaité pour les ménages, que ce soit un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. C'est la première fois que l'on fait ça. Parce qu'on sait bien que pour des ménages modestes qui ont une vieille voiture, si on leur propose d'acheter une voiture neuve mais avec une prime, ça ne conviendra pas. Et nous avons donc ces ménages, à 80%, ce sont des vieux diesels qui sont mis à la casse. 70%, je l'ai dit tout à l'heure, sont des ménages qui bénéficient d'une prime de 2 000 € parce qu'ils sont des ménages non imposables. Et à 95%, je pense que ça intéressera les élus que vous êtes, ce sont des habitants hors Île-de-France. Donc ça, c'est le résultat de la prime. Sur les entreprises qui fabriquent du diesel, nous avons souhaité en effet prendre en compte cette réalité parce que les entreprises françaises n'avaient pas assez anticipé la chute du marché. Parce que vous savez, à un moment donné, ce n'est pas la politique publique. Il y a eu le Dieselgate, il y a eu un certain nombre de choses comme ça qui ont fait une chute du marché. On est à moins de 40% aujourd'hui des ventes de véhicules diesel. Il y a à peine 10 ans, on était à 75%. Donc c'est une chute qui n'a pas été assez anticipée et le gouvernement a décidé de développer un projet innovation et diversification d'entreprises spécialisées dans le diesel qui est doté de 18 millions d'euros pour les accompagner dans leur conversion. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants. Il faut appuyer sur le bouton. Ça marche. Oui, voilà. Merci, Monsieur le Président. Ce débat vient opportunément, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, à l'ordre du jour du Sénat, 15 jours après qu'ait été présenté le rapport
du débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez dit, Monsieur le ministre d'État, tout à l'heure, à Monsieur le Président Ruquier, OK pour la diversification. Je m'en réjouis, car c'est dans cette perspective que je souhaite mettre sur la table le sujet de l'énergie marémotrice. Des entreprises privées ont évalué le potentiel de tels projets en France et une récente étude a démontré la faisabilité de la création d'un parc de 5 lagons marémoteurs sur les côtes picardes dans les Hauts-de-France et sur la côte ouest de la Normandie. Seule zone française de fort marnage dans des eaux peu profondes. La capacité potentielle d'un tel projet, évaluée à 15 gigawatts zéro carbone, permettrait de couvrir près de 5% des besoins électriques de la France. Il pourrait en outre participer au développement à l'intérieur des lagons des initiatives visant à développer l'économie bleue, infrastructures portuaires, installations consacrées à l'aquaculture, aménagement pour le tourisme. Ces lagons marémoteurs constitueraient une opportunité de renforcer la biodiversité, création et restauration des zones humides, développement d'habitats pour les oiseaux et les animaux marins, récifs artificiels, mares d'estran. Enfin, les digues qui ferment ces lagons pourraient fonctionner comme une barrière contre les aléas climatiques, tempêtes, grandes marées, etc. Elles protégeraient les écosystèmes côtiers qui sont de plus en plus exposés au risque d'inondation et à l'érosion du trait de côte. Monsieur le ministre d'État, ma question porte sur l'opportunité de développer une filière marémotrice en France, 50 ans après l'usine de la Rance. Quelle place souhaitez-vous donner à ce nouveau type d'énergie dans la PPE? Comment envisagez-vous le développement de ces lagons marémoteurs dans le mixte énergétique? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bignon, sur les énergies renouvelables marines, vous savez qu'on a été amené à faire des choix. Il y a, avant que je sois ministre d'ailleurs, sur l'éolien offshore. Nous avons obtenu des révisions de tarifs qui permettent de faire de grosses économies. Sur les 20 prochaines années, on fera 15 milliards d'économies. Donc quand on parle de la baisse du coût des énergies renouvelables, c'est une réalité. Le prochain projet offshore, qui devrait se faire autour de Dunkerque, on anticipe des coûts qui sont autour de 50 à 60 euros, c'est-à-dire le prix de marché. Sur l'éolien flottant, ça c'est quelque chose à venir et c'est une filière industrielle à construire, mais nous avons des industriels français qui ont des savoir-faire issus d'ailleurs des plateformes pétrolières. Nous avons également les hydroliennes, où là nous avons considéré qu'il n'y avait pas de filière industrielle à grande échelle, mais que ça peut être dans certaines niches, et il y a un démonstrateur à la pointe de la Bretagne sur un site que je connais bien, entre Molène et Ouessant, qui poursuit son activité sur la base d'une PME, qui investit, qui porte d'ailleurs le risque. Sur l'énergie marémotrice, vous le savez, sur la Rance, bon, c'est un cas unique pour l'instant, qui est de 250 MW, qui fait quand même face à des enjeux environnementaux assez délicats liés à l'envasement. C'est un phénomène qui est difficile évidemment à traiter dans l'estuaire de la Rance pour bien faire fonctionner une usine marémotrice. Nous continuerons à accompagner le gouvernement, l'État, mais aussi EDF, les acteurs locaux, les collectivités locales, pour résoudre ces problèmes. Sur le fait de le développer ailleurs, j'ai déjà entendu parler de ces projets. J'ai envie de dire que je ne demande qu'à voir, qu'à les travailler, parce qu'il faut quand même bien regarder l'acceptabilité. On en parlait tout à l'heure. Vous le savez, monsieur le sénateur, dans la Somme, dans la baie de Somme, ce n'est pas toujours facile, je ne sais pas si c'est à ce site auquel vous pensiez, et également la question de la compétitivité du prix de sortie de l'électricité qui serait ainsi produite, mais je suis prêt à y travailler avec vous si vous le souhaitez. Si, monsieur Bignon, 30 secondes, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cette réponse que je considère comme positive. Vous ne fermez aucune porte et je pense que c'est à l'honneur des responsabilités que vous exercez. C'est une suggestion que je retiens. Je transmettrai à ceux que ces sujets intéressent, et notamment dans les Hauts-de-France ou en Normandie, l'opportunité de regarder si un groupe de travail peut se mettre en place. L'acceptabilité, puisque ça se passe en mer, pourrait être plus facile que sur des sujets d'éolien parce qu'il y a précisément des projets qui sont assez positifs dans l'économie bleue qui peuvent aller avec. Ça se passe en mer, il n'y a pas d'envasement et il y a la possibilité de créer des aménités, créer des activités économiques. Donc, regardons-le. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-François Husson pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'énergie est aujourd'hui au cœur de problématiques corrélées à des enjeux majeurs tels que la préservation de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air.
Les questions énergétiques sont intimement liées aux mutations de nos économies et aux questions de fiscalité environnementale et énergétique. Aujourd'hui, le gouvernement s'inscrit pleinement dans la politique du quinquennat Hollande, avec une politique écologique et environnementale annoncée comme ambitieuse, mais qui se résume concrètement et trop souvent au prélèvement, à l'impôt, à une fiscalité de rendement. Aussi, il est urgent de reconsidérer l'équation pour proposer un New Deal énergétique qui consiste, maintenant qu'il y a une prise de conscience environnementale, à mettre en place, en France, une politique ambitieuse de préservation des ressources fossiles, de développement des énergies renouvelables et de réorientation de la trajectoire nucléaire. Pour cela, l'État ne doit pas faire, et parfois mal, seul, mais s'associer avec tous les acteurs. Au lieu de mettre un coup d'assommoir fiscal, le gouvernement ferait mieux d'ouvrir un dialogue avec toutes les parties prenantes pour en faire de véritables associés, acteurs économiques, collectivités locales et donner enfin une bonne direction, un vrai sens à la politique énergétique. Mes questions sont simples, Monsieur le Ministre. Pensez-vous que l'écologie punitive, qui consiste à prélever sans contrepartie ou presque, soit la solution? Pourquoi n'entendez-vous pas la demande que formulent les élus dans les territoires et au Parlement, qui appellent une transformation de méthode dans la définition de la politique énergétique? Quand ferez-vous le pari d'une économie décarbonée au service d'une croissance durable? Quels outils comptez-vous mettre en place pour permettre de relever ce défi? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Husson, j'ai cru à un moment que votre question allait se résumer à savoir si j'étais pour l'écologie punitive. Bon, je ne vous ferai pas cet aveu. En l'occurrence, je ne crois pas que la fiscalité, parce qu'à ce moment-là, on pourrait parler de la solidarité punitive, hein, parce que pour financer la protection sociale, il y a des montants de fiscalité qui sont d'un autre niveau que ceux dont on parle pour la fiscalité écologique. Et à un moment donné, quand on veut financer un certain nombre de dépenses, il faut mettre des recettes en face. Et moi, je le redis, je préfère des recettes qui taxent la pollution plutôt que celles qui taxent le travail. C'est un choix, nous l'assumons, et c'est quelque chose qui permet de continuer à financer et des services publics, et de la protection sociale, et des investissements publics. Parce que quand vous dites sans contrepartie, je frémis quand même un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes élu local ou si vous l'avez été, sans doute. Dans les collectivités locales, on investit. On investit parce qu'on a des recettes. Sur les énergies renouvelables, 5,5 milliards, là, dans le budget pour 2019, de soutien public aux énergies renouvelables. D'ailleurs, il faut maîtriser, parce qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment, mais c'est un soutien public. Dans les transports, tout le monde pense qu'il faut développer les transports en commun pour permettre un basculement d'une mobilité individuelle automobile qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre vers une mobilité durable. Ce sont des investissements massifs, massifs. Regardez le Grand Paris, regardez dans les régions. Nous allons bientôt avoir une loi, c'est concret, une loi sur l'orientation des mobilités. On mettra pour la première fois une loi de programmation avec les choix d'investissement et le financement en face. Parce que si on a des choix d'investissement, mais qu'on dit aux Français, oui, on veut un TGV ici, oui, on veut un métro là, oui, on veut un CDG Express là-bas, et ainsi de suite, et un port, et ainsi de suite, et qu'on n'a pas les financements en face, c'est pas sérieux. Or, croyez-moi, vous avez vu ce que c'est quand on parle de 500 millions de vignettes poids lourds. Vous voyez comme c'est, hein, les recettes pour financer. Donc la fiscalité écologique, elle sert, comme d'autres recettes fiscales, à financer le fonctionnement de l'État et de la protection sociale, mais elle sert aussi à des investissements dans tout ce qui permet d'avoir une transformation. Si on reste dans le statu quo, évidemment, ça ne marchera pas. Mais on se donne les moyens de permettre aux Français et aux entreprises, comme aux individus, comme aux collectivités, de réussir cette transformation. Vous avez 30 secondes, si vous le souhaitez. Deux éléments concrets et peut-être une observation. Monsieur le ministre, l'an dernier, le prélèvement de la contribution climat-énergie, 3,7 milliards, la contrepartie en termes d'encouragement à l'environnement, 180 millions, chèque énergie, conversion des véhicules. La contribution climat-énergie, sur le quinquennat, c'est 47 milliards d'euros. Dernier élément, Monsieur le ministre, la pollution de l'air à l'échelle de la planète du trafic maritime est équivalente à la pollution de l'air du trafic automobile. Donc il faut remettre de la vérité, de la sérénité dans nos débats.
Merci. La parole est à Mme Martine Filleul pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'Observatoire Climat-Énergie a récemment publié les chiffres permettant de comparer les objectifs de la stratégie nationale de bas carbone adoptée dans le cadre de l'accord de Paris pour le climat et ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie avec les émissions et la consommation d'énergie réelle en 2017. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, ces chiffres démontrent que non seulement nous ne remplissons pas nos objectifs, mais nous en sommes loin, puisque la consommation nationale d'énergie a dépassé de 4,2 points les objectifs 2017, tirés par la consommation d'énergie fossile, et que nous accumulons un retard de près de 12% concernant l'augmentation de la part des énergies renouvelables. Parmi les nombreuses raisons de ces mauvais résultats figure l'absence de cohérence des politiques publiques liées à un pilotage national insuffisant, peu efficace et peu lisible. Le Conseil national de la transition écologique a été conçu comme une instance de discussion, notamment entre l'État et les collectivités locales, pour piloter la concertation sur la transition énergétique. Or, quand il est consulté, il peine à assurer correctement ses missions, faute de moyens humains et financiers suffisants. Aucune procédure n'est prévue à ce jour pour organiser la mise en cohérence entre les objectifs définis à l'échelle nationale et les différents schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, mais également pour réduire les effets de concurrence entre les régions inégalement dotées et mieux répartir les énergies sur les territoires. Aussi, pouvez-vous m'indiquer, Monsieur le Ministre, quelles mesures le gouvernement compte prendre afin de prévoir une meilleure coordination de la politique énergétique et une déclinaison plus efficace de cette politique au niveau local? Merci. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Filleul, je partage encore une fois votre constat sur le fait qu'il faut accélérer, aller plus loin, aller plus fort, et pour ça, il faut mobiliser tout le monde. Moi, je l'ai dit d'ailleurs dès que j'ai été nommé. On ne fera pas de la transformation écologique simplement depuis le bureau du ministre de la Transition écologique et solidaire, ni même depuis le Parlement ou depuis le gouvernement. Il faut mobiliser les entreprises. Nous le faisons, mais on le fait dans tous les domaines. Le sénateur posait une question tout à l'heure repartie, mais y compris pour aider par exemple les industries électro-intensives, parce que si elles, on leur appliquait la taxe carbone, etc., elles seraient étranglées. Donc on adapte aussi les choses. Il faut mobiliser les collectivités locales. On le fait déjà, elles le font déjà, et on continuera. Nous avons par exemple le fonds chaleur qui va augmenter l'année prochaine à 300 millions d'euros. Aux 2 tiers à peu près, c'est les collectivités locales qui peuvent en bénéficier, avec un effet de levier sur l'investissement qui ensuite permet à nos concitoyens d'être protégés aussi par rapport à leur facture de chauffage. Et évidemment mobiliser les citoyens, là aussi on le fait avec des mesures concrètes. Quand même, quand monsieur le sénateur Husson qui revient dit on ne fait rien pour les particuliers, je sais pas, il a donné un chiffre de 180 millions d'euros, parce que moi je peux pas lui répondre, c'est normal, sinon ce serait sans fin. Mais maintenant je lui réponds indirectement, parce que c'est la même préoccupation. Le chèque énergie qui est là pour passer le cap, qui n'est pas durablement une mesure de transformation, eh bien, c'est quand même 800 millions d'euros. L'année prochaine, 800 millions d'euros. Le CITE, le crédit d'impôt transition énergétique, 1 milliard d'euros. Et puis, j'aime bien le rappeler, tout à l'heure, je l'ai dit à propos des transports collectifs. Les transports collectifs, ils ne sont pas autofinancés par ceux qui les utilisent. Ils ne sont pas autofinancés par des financements privés. Vous avez vu le débat sur la dette de la SNCF? J'allais dire l'année dernière, c'était l'année parlementaire dernière. 35 milliards, tout le monde a appelé à la reprise de cette dette. C'est 10 milliards et 25 milliards en 2 années de suite, qui sont dans le budget de l'État, qu'il faut bien financer, là aussi, et c'est ce que nous faisons. Merci. La parole est à M. Claude Kern pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État.
Dans un souci d'optimisation de la valorisation des déchets ménagers, le choix de leur mode de traitement doit viser à tirer le meilleur parti du gisement existant. Dans ce contexte et dans la mesure où ses impacts environnementaux et sanitaires sont aujourd'hui maîtrisés, une incinération performante reste un outil de gestion des déchets pertinent, permettant de répondre à un objectif d'élimination en y associant une valorisation énergétique. La démarche actuelle pousse d'ailleurs à valoriser au maximum l'énergie produite, en particulier sous forme de chaleur. Mais cela ne va pas sans raccordement au réseau de chaleur qui, paradoxalement, représente encore une faible réalité au regard du potentiel de développement. Ainsi, même s'ils sont en plein essor, la difficulté réside dans le fait qu'ils restent des outils capitalistiques. L'extension des réseaux nécessite une forte mobilisation financière et l'amortissement se fait sur le long terme. Si l'on veut être performant, cela passe par l'innovation et les aides publiques restent en ce domaine un corollaire essentiel. Malgré l'ambition affichée des objectifs de la loi de transition énergétique, à savoir multiplier par 5 les énergies renouvelables et de récupération mobilisées par les réseaux de chaleur, la France reste très en retard en ce domaine. Et les orientations budgétaires que vous avez privilégiées au sein du PLF 2019 n'augurent pas un renversement de tendance. Alors, même que cette technique fait preuve de sa pertinence, encore faut-il, du point de vue opérationnel, que la visibilité soit au rendez-vous des investisseurs publics ou privés. Pour les collectivités comme pour les industriels, il est urgent de créer un contexte de visibilité et de constance couvrant l'ensemble des encadrements réglementaires et fiscaux. La filière des centres de valorisation énergétique, si vous permettez, pourra ainsi continuer à bien se planifier à l'échelle des différents territoires. Aussi, pouvez-vous nous éclairer sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour pérenniser et favoriser le développement de ces sites d'incinération nouvelle génération pour participer à la valorisation des déchets ménagers sous forme de chaleur? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Kern, moi je veux être très clair, puisqu'il y a eu, avant que je sois nommé, mais je l'assume totalement, une feuille de route pour l'économie circulaire qui a été présentée après une large concertation avec 50 mesures et qui vise, en matière de déchets, d'abord et avant tout, à baisser la mise en décharge, qui est encore trop importante en France, à augmenter le recyclage et aussi notamment le recyclage du plastique à 100% d'ici 2025. Donc ça, c'est notre priorité en matière de déchets. Moi, je suis pragmatique et je considère en effet que la valorisation énergétique des déchets peut parfois être une solution, elle existe d'ailleurs, et peut alimenter des réseaux de chaleur. Ça peut être le cas avec des déchets ménagers, même si évidemment plus on va recycler, moins ça va devenir pertinent. Quand même le dire, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais il y a la biomasse, des déchets, il y a la question des déchets bois, il y a différents types de déchets agricoles, etc., qui peuvent servir des réseaux de chaleur renouvelables. Et il y a aussi la géothermie, qui est aussi quelque chose qui, par exemple, dans la région Île-de-France, est à grande échelle. C'est déjà 400 000 logements qui sont ainsi raccordés et chauffés et on peut le développer et ça fait partie de notre politique. Et donc dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça c'est concret, sur les 10 années qui viennent, le développement des réseaux de chaleur, du raccordement d'un plus grand nombre de logements et de bureaux au réseau de chaleur sera une priorité et il y aura une augmentation pluriannuelle du fonds chaleur qui est un des outils d'intervention que l'État donne aux collectivités locales, mais aussi aux entreprises, pour développer les réseaux de chaleur, avec évidemment une priorité à la chaleur renouvelable. Ça ne pourra pas forcément être partout à 100%, et donc dans ce cadre-là, ça pourra entrer dans la stratégie de traitement des déchets ménagers. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues. Aujourd'hui, 2 points de pression s'exercent sur les décideurs politiques. D'un côté, il y a l'accélération des signes visibles du changement climatique partout dans le monde, mais aussi ici en France. Je pense notamment à la récurrence des inondations qui ont lourdement endommagé nos communes, et je l'ai vu dans mon département de la Mayenne en juin dernier. Et de l'autre, il y a une mobilisation grandissante de la société civile et des associations qui manifestent, alertent et attendent une traduction politique concrète de cette prise de conscience globale. De nombreux espoirs sont nés à la suite de la COP21 et à la signature de l'accord de Paris, aussi bien pour la lutte contre le réchauffement climatique que pour le nouveau modèle de croissance.
Mais la limite de l'accord de Paris, c'est que malgré l'amorce d'une réflexion sur la transition énergétique, aucune des parties prenantes n'a souhaité que cette problématique soit présente dans l'accord. On a ainsi encouragé les États à réduire leur consommation énergétique ou décarboner leur production énergétique sans impulser un nouveau modèle énergétique clair. De plus, derrière le problème du réchauffement climatique, d'autres questions fondamentales se posent et ces dernières ne sont que rapidement effleurées dans le cadre des grandes négociations internationales. La question de la pression exercée sur les ressources naturelles et celle de la pression démographique. Je rappelle qu'en 2050, nous serons plus de presque 10 milliards d'habitants. Les vidéos de l'astrophysicien Aurélien Barraud sont devenues virales sur Internet. Il alerte sur le fait que d'ici 2030, les réfugiés climatiques seront entre 250 millions et 1 milliard, pas dans 5 siècles mais dans 30 ans. Ça ne peut être autre chose que la guerre, ce n'est pas un fantasme catastrophiste mais une analyse géostratégique élémentaire qu'il va falloir penser, nous dit cet astrophysicien. Monsieur le ministre, la COP24 en Pologne est dans moins de 2 mois. La France joue un rôle majeur dans la mobilisation sur le climat. Quelles sont les échéances de la diplomatie française en la matière? Quels outils internationaux disposons-nous aujourd'hui pour parler ressources naturelles, démographie, changement climatique et politique énergétique? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Chevrollier, je crois que nous partageons le constat sur le dérèglement climatique et vous avez particulièrement raison de souligner qu'aujourd'hui, les conséquences sont palpables par nos concitoyennes, nos concitoyens. On a pensé un moment que ce serait chez les autres, que ce serait dans les destinations lointaines. J'étais moi-même avec le Président de la République aux Antilles il y a quelques jours. Évidemment, dans des territoires comme cela, ça se voit de façon très concrète. Nous étions juste avant à l'Assemblée générale des Nations unies, où on parle du climat, ou au One Planet Summit, sur aussi des gens qui s'engagent en politique, dans la société civile, dans les associations et dans les entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais c'est du concret, hein, ce n'est pas de la théorie dans des débats, c'est du concret chez nous. Et vous le savez, les assureurs d'ailleurs le constatent, la multiplication des dégâts liés à ces phénomènes, avec des conséquences économiques concrètes sur tout un tas de secteurs. Donc nous aurons d'ailleurs à mener de front la politique de réduction à la source des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le phénomène. Et c'est évidemment un enjeu international et la COP24 en Pologne va être un moment, disons-le, difficile, hein, de négociations difficiles pour tenir les engagements et qu'ils soient pris et tenus par les uns et les autres. Et à l'échelle nationale, européenne bien sûr, nationale, locale, c'est quelque chose là aussi qui nous mobilise, qui oblige à faire des choix. Et puis, nous en avons parlé, je crois, à de nombreuses reprises depuis le début de ce débat. Et puis, il y a la question de l'adaptation. Nous sommes obligés de mener en parallèle une politique d'adaptation au changement climatique. Et nous avons d'ailleurs un plan national d'adaptation au changement climatique que nous allons déployer parce que c'est absolument nécessaire pour protéger les Français. On a tous vu l'image de cet immeuble, l'immeuble Signal, qui a dû être évacué sur le littoral, parce que le littoral est grignoté, mais c'est dans le domaine de l'agriculture. Les viticulteurs le disent, déjà aujourd'hui, les vendanges sont de plus en plus tôt, etc. Le degré du vin est de plus en plus élevé. Dans tous les domaines, il faut aussi mener une politique d'adaptation au changement climatique. Merci. La parole est à M. Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste républicain pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, au-delà des thématiques attendues, le débat a fait ressortir des pistes d'amélioration de notre politique énergétique en matière de gouvernance et aussi le manque de lisibilité et de cohérence des politiques énergétiques aux yeux du grand public. De même, l'ouverture à la concurrence consacrée il y a plus de 10 ans ne semble pas avoir atteint les objectifs attendus en matière de prix, de qualité de service ou d'accélération vers la transition énergétique. Aussi, je souhaitais savoir si ce ressenti est corroboré par une évaluation des effets de la libération du marché de l'énergie sur ces différentes variables. Intuitivement, on peut se demander si le fait d'avoir mis en concurrence une multitude d'acteurs ne participe pas du manque de cohérence dans la mise en œuvre des politiques énergétiques. Une meilleure coordination des acteurs serait souhaitable, et ce, de l'amont à l'aval, de la production à la consommation, et sans oublier la gestion de l'après. Je pense au casse-tête que représente dans mon département, la Loire, la dépollution et la gestion du site de l'ancienne mine d'uranium de Saint-Priest-la-Prugne. De la même manière, on peut légitimement se demander comment le domaine de l'énergie peut répondre, en même temps, à la logique de la compétitivité et aux impératifs de la transition énergétique. En effet, comment demander à un opérateur soumis à la concurrence de rechercher une limitation de sa production
et donc de son chiffre d'affaires et de sa marge, par la promotion des économies d'énergie, par exemple. Pourtant, un nouvel étage de la fusée est rajouté dans le cadre du projet de loi Pacte, avec l'extinction des tarifs réglementés. On sait pourtant que ces tarifs réglementés sont l'un des derniers garde-fous. Ils protègent les consommateurs non seulement des fluctuations des prix, mais aussi, dans une certaine mesure, face à l'anarchie de la concurrence et à ses abus déjà régulièrement dénoncés par le médiateur de l'énergie. Bombardé d'informations par les marchés, le consommateur devra devenir hyperactif pour pouvoir réagir de manière rationnelle et notamment pour s'y retrouver avec le futur contrat de fourniture dynamique. Aussi, pour répondre à ces enjeux de mise en cohérence de nos politiques et d'adaptation aux impératifs de la transition énergétique, il y a besoin de davantage de volontarisme politique en matière de construction européenne de l'énergie. En un mot, celle-ci ne doit pas se résumer à la construction d'un marché. Aussi, je souhaitais vous demander, Monsieur le Ministre, quelles sont les orientations qui pourront être prises dans la prochaine PPE pour garantir que la mise en concurrence des acteurs ne sera plus un frein à la transition énergétique et quelle action la France peut-elle conduire au sein de l'Union européenne pour plus de volontarisme en matière énergétique? Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Tissot, j'ai déjà évoqué cette question de l'ouverture à la concurrence. Sur la question des prix, les effets de l'ouverture à la concurrence, vous le savez bien. Alors peut-être certains avaient fait des promesses sur le fait que ça ferait baisser les prix. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de distinguer quels sont les effets des changements en nombre d'opérateurs. Le marché français, aujourd'hui, il y a une concurrence. Les Français peuvent avoir le choix entre les opérateurs pour acheter du gaz ou de l'électricité. Les évolutions des prix mondiaux, parce qu'il ne faut pas mentir aux Français. On ne pourrait pas avoir en France ou en Europe une oasis de prix bas dans le pétrole, dans le gaz, si partout dans le monde ça augmente, d'autant plus qu'on n'est pas tellement producteur. Voilà. Et par ailleurs, on veut baisser les consommations, puisqu'on considère que ça va émettre des gaz à effet de serre. On a d'ailleurs renoncé par la loi sur les hydrocarbures que mon prédécesseur a fait adopter par le Parlement. On a renoncé de notre propre chef à exploiter, par exemple, les gaz de schiste. Vous vous souvenez du débat qu'il y avait il y a encore quelques années dans notre pays, et certains prônaient leur exploitation. Sur la diversification des modes de production d'énergie, c'est évident là que l'ouverture à la concurrence contribue à cette diversification. En tout cas, l'ouverture, d'ailleurs plus qu'à la concurrence, à la possibilité d'avoir différents opérateurs, différents producteurs. Je ne sais pas si les Français se souviennent de l'époque, moi je m'en souviens, où en France on ne pouvait pas produire d'électricité quand on n'était pas EDF. On ne pouvait pas en vendre. On pouvait en produire, mais on ne pouvait pas la vendre à son voisin. Donc c'est comme si on ne pouvait pas en produire. Moi, je crois que c'est un progrès pour nos agriculteurs, pour les particuliers. Les Français sont des producteurs pour un certain nombre. Et c'est tant mieux. Et on leur a donné des garanties. La coordination, oui, bien sûr, c'est l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un exercice complexe d'ailleurs, parce que nous garantissons l'alimentation électrique, notamment des Français. Puis à l'échelle européenne, évidemment, et ça c'est un débat européen sur tous les sujets. Il y a des gens qui ne veulent pas de coordination, c'est chacun pour soi, chacun fait ce qu'il veut, et d'autres, dont nous faisons partie, et je crois que le Président de la République et notre gouvernement est à la pointe d'une politique européenne coordonnée dans ce domaine comme dans d'autres. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues. Donc, indissociable de la souveraineté française, la politique énergétique doit concilier l'indépendance en termes d'approvisionnement, la maîtrise du coût de l'énergie et le respect de l'environnement. Définie par la loi de transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie doit s'adapter aux enjeux de société et aux évolutions technologiques. Elle doit, dans ses objectifs principaux, introduire l'amélioration de l'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables et la garantie de l'approvisionnement. Comme vous nous l'avez dit, Monsieur le Ministre d'État, la diversification des sources d'énergie est un enjeu majeur. Or, un bon mix énergétique doit assurer l'équilibre entre chacune des sources d'énergie qui développent des qualités propres. La production d'énergie thermique assure la réactivité essentielle en période de surconsommation d'électricité. Ainsi, les centrales thermiques, et notamment celle du Havre, qui est une des 4 centrales françaises encore en exercice, répond à cet objectif. Elle a fait l'objet de lourds investissements, près de 160 millions d'euros, pour améliorer la captation de CO2, et elle est engagée, comme celle de Cordemais, dans un processus de transition énergétique afin de remplacer le charbon par de la biomasse et du CSR. Fermer toutes les centrales thermiques serait
perdre pour la France toutes les possibilités de produire elle-même l'énergie nécessaire lors des pics de consommation en complémentarité des autres sources, qu'elles soient nucléaires ou celles des énergies renouvelables. Elle nous obligera à acheter à l'étranger l'énergie électrique nécessaire, notamment en Allemagne, qui, paradoxe, a réouvert ses centrales à charbon. Alors, eu égard à ces éléments et aux efforts de transition énergétique remplis par les centrales thermiques, je voudrais savoir si le gouvernement entend prendre en compte ces évolutions, notamment de toutes ces centrales qui cherchent à répondre aux critères de la transition énergétique. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Canayer, je pense que nous avons en commun de bien connaître le problème des centrales thermiques. Vous au Havre, moi à Cordemais, et par ailleurs, nous n'ignorons pas non plus la situation à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, ou à Saint-Avold, en Moselle. Donc, nous avons fait un choix, gouvernement, mon prédécesseur l'avait annoncé d'ailleurs au nom du gouvernement, de fermer les 4 centrales thermiques à charbon en France qui subsistaient encore, et de le faire d'ici 2022, alors qu'avant ça avait été envisagé en 2025 et encore avant en 2035. Donc c'est vrai que des investissements avaient été faits. C'est valable aussi à Cordemais. Je le dis parce que on nous oppose parfois cela sur d'autres énergies. Je vois que sur le charbon, il faut être honnête, comme le charbon a une mauvaise image à l'échelle internationale, nationale, tout le monde trouve ça assez logique. Enfin, sur les territoires concernés, c'est évidemment plus problématique et c'est normal. Quand je disais il y a des réalités humaines derrière les questions d'énergie, c'est particulièrement vrai quand on décide de fermer des centrales à charbon. Tout le monde parle de Fessenheim pour le nucléaire, on écrit beaucoup moins d'articles sur les centrales à charbon. Nous assumons ce choix, parce que si on veut dire justement à nos voisins allemands, aux Polonais, un peu plus loin, et en Europe, et partout dans le monde, de fermer les centrales à charbon, il faut aussi que nous soyons cohérents. Après, vous avez raison de souligner, et je vais le dire aussi à d'autres interventions tout à l'heure, on parle souvent de l'intermittence des énergies renouvelables, comme si les énergies renouvelables clignotaient d'ailleurs. Ça s'arrête, ça recommence. C'est la variabilité de la production. Mais il y a la variabilité de la consommation. Et pour gérer les pointes de consommation, avec le parc nucléaire, la seule solution que nous avions, c'était le thermique. Et donc, il faut anticiper la perte de cette possibilité. Il y a quelques centrales à gaz, parce que le gaz émet beaucoup moins de CO2 que le charbon, et il y a les autres enjeux de stockage qui sont à prévoir. Et puis enfin, sur la question d'un projet biomasse, j'ai déjà eu l'occasion de me pencher sur la question à Cordemais, nous en reparlerons aussi pour le Havre. Je crois qu'il ne faut pas promettre que ce seront des centrales de la même taille, de la même puissance sur les sites concernés, mais il faut regarder concrètement ce qui peut être fait sur ces sujets, mais d'une manière plus générale sur l'implantation des sites de production d'électricité à partir de biomasse. Merci. 30 secondes si vous le souhaitez. Non. La parole est à M. Pierre Cuypers pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, libérer la croissance verte était l'objectif de la loi de transition énergétique de 2015. Que de retard accumulé depuis lors. La France est le leader de la production européenne de bioéthanol, avec près de 12 millions d'hectolitres de production par an. Cette énergie renouvelable permet de réduire de 60% en moyenne les émissions de CO2. Mais elle est fortement concurrencée par des importations croissantes de biocarburants issus d'huile de palme qui lui ont déjà pris plus de 15% de son marché en moins de 3 ans. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 pose une réforme de la TGAP selon le gouvernement. En réalité, quel changement opère-t-elle? Pour l'instant, je constate que le changement de dénomination de la TGAP en taxe incitative à l'incorporation de biocarburants ne change pas grand-chose au dispositif. Le gouvernement propose une augmentation minime du taux d'incorporation de biocarburants dans l'essence via la TGAP de plus 0,2% en 2019, 0,1% en 2020, pour un niveau total de 7,8% contre 7,5% aujourd'hui. Ce qui n'est pas à la hauteur de l'effort de décarbonation prévu dans les transports. La trajectoire incitative de 2017 sera dépassée de 10% et ne respectera pas la stratégie nationale bas carbone.
Cette proposition sous-utilise le potentiel de bioéthanol pour décarboner les transports en limitant l'utilisation de bioéthanol de résidus issus des productions sucrières et amidonnières. Or, ce bioéthanol n'entre pas en concurrence alimentaire et par ailleurs, la réglementation européenne confirme que ce produit n'est pas soumis au plafonnement européen de 7% applicable aux biocarburants de première génération. Monsieur le ministre, il n'y a donc pas de frein pour augmenter plus rapidement l'objectif d'incorporation d'énergies renouvelables de l'essence. Que compte faire le gouvernement lors de la discussion de la loi de finances? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le sénateur Cuypers, pour votre question qui permet d'aborder un sujet qui est moins souvent abordé lorsqu'on parle d'énergie, qui est celui des carburants renouvelables. Bon. Il faut être concret. Moi, je préfère parler d'ailleurs d'agrocarburants que de biocarburants. D'abord, ils ne sont pas toujours très bio, reconnaissons-le, mais surtout, il faut bien dire l'origine agricole de ces carburants. Et il faut regarder le bilan énergétique global et l'impact environnemental global. Vous avez raison de souligner que si c'est pour, en quelque sorte, importer de la déforestation, et donc dans certains territoires, finalement, une perte de capacité à capter du carbone, et par ailleurs à une agriculture intensive et qui tue de la biodiversité, ce ne serait pas un bon calcul. Donc il faut voir sur nos ressources à nous. Nous avons en France, en effet, une filière qui est aidée, qui est soutenue d'ailleurs. Et nous comptons bien, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, fixer un certain niveau de carburants renouvelables dans les transports, alors qui peut encore une fois être agrocarburant, qui peut être gaz issu de la méthanisation des déchets, qui peut même être électricité renouvelable. Nous regarderons cela et nous regarderons concrètement les différents leviers qui peuvent être actionnés pour favoriser le développement de cette filière, mais en restant évidemment raisonnable et sur l'impact sur les cultures agricoles en général et bien sûr sur le coût aussi de cette filière qui, encore une fois, s'est développée en France grâce à un certain nombre de subventions, ce qui pouvait être compréhensible pour amorcer la filière. Il faut voir ensuite dans son déploiement si cela peut continuer, mais il y aura une place dans la programmation pluriannuelle de l'énergie pour une part renouvelable dans les carburants. Nos débats franco-français, voire européens, finissent par nous laisser penser que le principal objectif de la politique énergétique est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ils tiennent pour acquis que nous aurons toujours assez d'énergie pour nous chauffer, pour nous éclairer, pour nous déplacer. Or, satisfaire ces besoins essentiels est le véritable objectif d'une politique énergétique, la réduction des gaz à effet de serre étant une composante que nous devons nous imposer, mais qui a occulté trop souvent l'essentiel. À quelles conditions pouvons-nous assurer que nous aurons suffisamment de sources d'énergie dans l'avenir? D'une part, en favorisant bien sûr notre autonomie énergétique. Daniel Grémillet a montré au début de notre discussion que le souhait de réduire à tout prix la part du nucléaire dans la production d'électricité, alors que les renouvelables ne sont pas encore tout à fait en mesure de prendre le relais, avait pour effet de dégrader cette autonomie. La seconde voie, bien sûr, est celle de la diversification de nos sources d'approvisionnement, ce qui permet à la fois d'assurer des quantités suffisantes et des prix les plus bas. Nous avons conduit une mission de la Commission des affaires économiques en Russie cet été et nous avons tiré quelques enseignements sur ce second point. Sur un plan purement géographique, mais aussi culturel, en mettant de côté les contentieux diplomatiques qui nous opposent en ce moment à la Russie est en quelque sorte le réservoir naturel en énergie de l'Union européenne qui a peu de ressources et a tendance, comme la France, à ne pas vouloir les exploiter. Nous, Français, avons tout intérêt à pouvoir nous appuyer sur le plus de partenaires possible. Nos voisins européens, mais les gisements britanniques et norvégiens sont limités. Le Moyen-Orient, bien sûr, nos amis américains, canadiens, puisqu'on a appris ce matin le projet de Shell à Kitimat, en Colombie-Britannique, et bien sûr les Russes. La Russie est pour nous un partenaire stratégique en matière de fourniture de gaz. C'est le deuxième producteur mondial, le premier exportateur. Or, la France et l'Europe ont intérêt à développer leur consommation de gaz, non pas dans l'absolu, puisqu'il faut globalement réduire, Monsieur le Ministre, la consommation d'énergie, mais par rapport, bien sûr, au pétrole et au charbon. Pour trois raisons.
La première est que le gaz est une énergie bon marché et qui va le rester à moyen terme car la ressource est très abondante. La seconde, vous l'avez dit, est que c'est une source d'énergie beaucoup moins polluante et beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre que les autres énergies fossiles. Et j'en rajouterai une troisième, c'est que les investissements nécessaires en matière d'infrastructures de transport de gaz aujourd'hui seront demain utilisables par le biogaz et par un gaz qui ne sera pas fossile. Et donc ces infrastructures préparent aussi l'avenir. Et dans l'expression transition écologique, il me semble que le gaz peut être cette énergie de transition. Lors de notre mission, nous avons aussi constaté l'implication de nos entreprises françaises dans l'exploitation d'énergie en Russie, en particulier Total et Engie, mais aussi Air Liquide, Technip et de nombreuses autres entreprises de taille plus modeste. Engie participe au financement du projet de gazoduc Nord Stream 2. Total est actionnaire du premier producteur indépendant de gaz russe Novatek, avec lequel il achève la construction d'un complexe de liquéfaction de gaz dans l'Arctique russe, sur la péninsule de Yamal. La présence en Russie de deux de nos plus grandes entreprises d'énergie est un facteur sécurisant de notre approvisionnement, mais aussi un enjeu économique important pour notre pays. Or, un obstacle se dresse sur le développement de ces activités. Les sanctions américaines prises contre la Russie à la suite de la crise ukrainienne en 2014, sanctions qui ont été aggravées en 2017 avec la Syrie. Ces sanctions ont bien sûr des objectifs politiques qui ne sont pas le sujet de notre débat aujourd'hui, mais elles ont des effets économiques collatéraux sur nos entreprises que nous ne pouvons pas ignorer. Depuis 2017, les États-Unis se réservent en particulier le droit de sanctionner toute entité qui participerait à un projet de pipeline et ils mentionnent explicitement leur opposition à Nord Stream 2. Ils ont également décidé de placer Novatek sur la liste des entreprises sanctionnées. Ces sanctions américaines prises pour des raisons de contentieux politique visent néanmoins de façon particulièrement forte de gros producteurs d'énergie et en particulier de gaz comme la Russie ou l'Iran. Elles ont pour effet d'entraver l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe au moment même où les États-Unis cherchent justement à commercialiser leur gaz naturel issu du gaz de schiste en l'exportant par des méthaniers sous forme liquéfiée. Or, pour le moment, le gaz américain est plus cher que le gaz russe, surtout celui qui est acheminé par gazoduc. De là à soupçonner nos alliés américains de chercher à fausser la concurrence à leur profit sur le marché de l'énergie, il y a un pas que, et naturellement, je ne franchirai pas, mais que certains de nos interlocuteurs, je me dépêche, à Moscou, ont franchi. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas pour moi de dire que la France doit s'orienter vers le gaz russe. Le reste du débat a montré que nous sommes attachés à un mix énergétique diversifié, mais il s'agit surtout de ne pas opposer une politique naïve en matière d'approvisionnement de notre énergie. Et voilà pour ce débat entre les sénateurs et François de Rugy, nouveau ministre de la Transition écologique, sur la politique énergétique de la France. Alors François de Rugy a présenté les axes de sa politique. Son premier défi, réduire la consommation d'énergie des Français, et notamment par la rénovation des logements. Le deuxième axe, les transports, avec l'objectif de décarboner tous nos moyens de transport. François de Rugy souhaite multiplier les carburants non carbonés, même s'il assure ne pas promettre d'arriver à 100% de voitures électriques d'ici 5 ans. L'enjeu est de réduire les gaz à effet de serre, et ce alors qu'un rapport des climatologues du GIEC demande à tous les États du monde de faire des efforts supplémentaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà, c'est la fin de ces matins du Sénat. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Si vous connaissez la série Le Bureau des légendes ou si vous vous demandez ce que la télévision peut bien vous apprendre du monde, cette émission est pour vous. La série, comme le cinéma, comme la littérature, ça sert à dire la vérité. Parce qu'en fait, la vérité ne se dit pas. Grâce à cette série, sur la DGSE, Service de renseignement extérieur de français, eh bien, c'est le monde contemporain qu'on aborde. Je ne voulais pas que les djihadistes soient les héros de mon film. Donc c'est pas un film sur les djihadistes. Et c'est pas un film sur la guerre, mais c'est un film sur les femmes qui leur ont tenu tête. Et notamment sur des jeunes volontaires qui ont quitté leur vie à 18-20 ans pour aller se battre avec les Kurdes. Et je trouve ça follement romanesque. Livrez-vous avec Éric Rochant et Caroline Fourest, vendredi à 22h sur Public Sénat.